Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le grand plaisir de recevoir Jacques Saada, à qui je dis avant tout bonjour. Bonjour Monique, bonjour. Alors, Jacques, vous avez été ministre, vous avez occupé de très très gros postes au Canada, mais on va démarrer avec le début puisque vous nous arrivez avec un livre autobiographique très fourni et très révélateur, du jasmin à l'érable. Oui, absolument. D'ailleurs, je dois vous dire que ce livre m'appartient, mais le titre est en fait sorti de l'esprit de ma fille aînée, qui a trouvé que ça faisait un bon lien Jessica, entre donc. et Jessica. Voilà. C'est elle qui a trouvé le titre et qui a trouvé que c'était un bon lien Ah, entre la naissance et maintenant. c'est vraiment tout à fait adapté. Alors, je vais rappeler en quelques mots, vous êtes né à Tunis, d'un papa qui est né à Mamif, Oui, d'une maman soussienne, donc papa Jules, maman Gisèle, auquel vous avez été, vous êtes encore très attaché par la mémoire. Jules tient déjà son prénom d'un frère qui est décédé en 1916 à Douaumont. exact. Et les parents, dans la tradition, ont tenu à donner le prénom au fils qui est arrivé après. Alors, vous êtes retourné à Tunis et d'emblée, vous démarrez votre livre en rappelant que tout vous a paru très petit. Oui, Très absolument. petit par la taille, mais pas par le cœur, parce que vous avez été très attaché au fur et à mesure que vous êtes retourné à Tunis, puisque vous avez mis dans un premier temps presque 40 ans avant d'y retourner. Et puis après, il y a eu plusieurs voyages diplomatiques et ministériels qui vous ont permis de découvrir la Tunisie profonde. En fait, je dois dire que les images que j'ai gardées de la Tunisie à l'époque, et que j'ai retrouvées plus petites par la suite, Euh, c'était des images, j'allais dire physiques, immédiates. Ce qui est resté intact beaucoup plus, ce sont les odeurs, ce sont les bruits, ce sont les sensations, c'est les vibrations, c'est le tram qui passait au passage. Ça, c'est resté extrêmement fidèle. Pour le reste, je pense que comme pour tous les enfants, le monde adulte paraît beaucoup plus grand qu'il n'est une fois qu'on devient nous-mêmes adulte. Oui, vous faites allusion au passage, d'autant que vous habitiez pas très loin, avenue de Madrid, Exact, à côté exact. de la caserne des pompiers. Voilà, voilà. En bon thune, on peut avoir des souvenirs communs. Absolument, absolument. Alors, vous étiez également très attaché à vos grands-parents, paternels et maternels, et vous rappelez en préambule une histoire très triste qui est arrivée à une des grands-mères, Exact, la exact. paternelle, hein, je crois, la maman de Jules. C'est ça, que je n'ai jamais vraiment donc pu connaître. Malheureusement, elle est décédée bien avant que j'arrive. Mais son histoire m'a été racontée avec tellement d'affection et tellement de façons différentes par ceux qui l'ont connue, des cousins beaucoup plus âgés que moi ou des oncles, que finalement, il est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai un petit peu comme fait une synthèse de ce qui m'a été raconté pour essayer de voir un fil conducteur que j'ai décrit dans mon livre. C'est très, très touchant. Alors, vous parlez des parfums et des bruits, et on ne peut pas ne pas rappeler un souvenir qui nous aura bien marqué, aussi bien vous que moi, c'est Boussadir. Oui, mais absolument. La grande menace, c'était la grande Tout à menace. fait. Moi, je crevais de peur de Boussadir. Je détestais. Avec son masque, enfin, je détestais. Et d'ailleurs, vous dites que en faisant suite à Boussadia, vous avez introduit une tradition familiale avec vos petits-enfants au Canada, à Chick-Chica. Oui, alors c'est ça qui est intéressant. D'abord, moi, je n'ai jamais eu peur du bouchardier, j'ai eu Ah, peur de l'image. bravo! Non, j'ai eu peur de l'image que mon col portait, de la menace qu'on m'en faisait. C'est ça qui me faisait peur. Mais ce qui est très, très drôle, effectivement, c'est que je me souviens à Chick Chica, Stombali qui Tout à chantait fait. à tue-tête tout le temps. Et donc, à mes petits-enfants, à mes enfants, mes petits-enfants, je leur ai enseigné c'est un peu de cri du bouchardia. Mais je l'ai même fait aussi comme cri de ralliement pour une petite équipe de foot que j'ai commencé à entraîner
Une fois que j'étais adulte et que mes propres enfants jouaient. Alors, on était sur la pelouse à Montréal, ou tout près de Montréal, en train de chanter ensemble, et puis des petits Québécois avec des petits Chinois, etc. Tout le monde était mélangé pour chanter ensemble à Chick Chica, à À Stombali. Sambali. Et alors, justement, vous rappelez aussi, mais ça, je voudrais que vous le détailliez parce que je crois que ça vous aura beaucoup marqué, la pharmacie Coscas. Ah oui, la pharmacie La Coscar, crainte. ah oui, oui, c'était l'angoisse. Autant j'avais pas peur du Bouchardia, autant j'avais peur de la pharmacie Coscas. Parce que la pharmacie Coscas, c'était juste de l'autre côté de la rue. Nous habitions du côté père de la Madrid. Juste en face, il y avait la pharmacie. Et bien sûr, dès qu'il y avait des médicaments à acheter, depuis que j'avais l'âge de 6, 7, 8 ans, enfin 6 ans peut-être, j'étais autorisé à traverser à condition d'être guidé. Et c'est moi qui passais donc devant la vitrine pour rentrer chez Coscas. Le problème, c'est que dans la vitrine, il y avait Thermogène. Thermogène, c'était une publicité pour je ne sais plus quoi, des vêtements, enfin peu importe. Et ce thermogène-là était orange avec une bouche de feu. Et j'avais tellement peur, j'appréhendais que j'espérais que Comme personne ne s'il soit. allait vous aspirer, en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors j'espérais que personne ne soit malade parce que je savais que si quelqu'un était malade à la maison, c'était à moi d'aller chercher les médicaments et je devais absolument affronter cet affreux thermogène. C'était épouvantable. Alors, Jacques, vous êtes l'aîné d'une fratrie de 6 garçons. Oui, Et d'ailleurs, vous rappelez que le dernier, je crois que c'est Didier le dernier, non? oui, 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 Hervé. oui. Non, c'est Didier, hein? Didier, oui, oui. Didier qui a à peine 2 ans de plus que votre fille aînée, Jessica. Absolument, absolument. D'ailleurs, je dois vous dire une petite parenthèse très rapide, mais notre fratrie est très très unie, elle a toujours été. J'ai maintenant un frère qui habite en Israël, quatre qui sont en France et moi qui suis au Canada. Je viens d'arriver à Paris il y a quelques jours à peine et j'ai eu la surprise de voir mon frère d'Israël débarquer Bernard, Bernard pour que les six frères se réunissent une fois encore. c'est magnifique. Ouais, voilà. Oui, j'étais très touchée justement de voir combien cette fratrie était unie, en dépit de certaines dissensions dont vous allez peut-être parler. C'est les dissensions entre Thierry est votre père à cause de son mariage, Hervé également, et je crois que vous avez gardé le regret qu'il n'ait revu votre mère, malheureusement, qu'après le décès de votre papa. Oui, j'ai surtout le regret de ne pas avoir été en mesure, comme frère aîné, de raccommoder les choses du temps du vivant de papa. C'est une très grande tristesse. J'ai une affection débordante pour mes frères. Bien sûr, j'avais une adoration pour mes parents et pour mon père en particulier. Vous savez que chez nous, quand on est un frère aîné, une sœur aînée, c'est pareil, on a cette responsabilité. Exact. Et donc, j'ai pas, sans vouloir m'étendre sur le sujet, c'est peut-être là qu'est mon grand regret. C'est le fait de ne pas avoir été en mesure euh, de ramener les choses à une dimension viable sur le plan de la relation. D'autant que Et, ça s'est fait à moitié. Ça s'est fait à moitié parce que oui, 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 d'abord, dans un premier temps, exact. Ça s'est fait à moitié. Puis bon, vous savez, mon père était une personne extrêmement attachante, euh, avec un sens de la responsabilité paternelle, indépendamment des difficultés, etc., absolument extraordinaire, avec un sens de l'intégrité et de la justice aussi, qui nous a transmis à tous, mais vraiment sans compromis. Et j'aurais voulu qu'il ait le plaisir de revoir ses enfants, malgré les différences dans lesquelles je ne voudrais pas vraiment rentrer plus en détail que je ne l'ai fait dans mon propre livre. en tout Mais cas, vous leur avez accordé un kavod extraordinaire parce que c'est très, très touchant. Et d'ailleurs, les photos sont très touchantes. oui, Euh, Comment imaginer qu'un enfant juif tunisois, je dirais, ok, oui, puisque vous étiez oui, français, les deux absolument. grands-pères étaient français. Oui, Euh, Comment un petit Tunisois se retrouve au Canada déjà, de l'autre côté de l'Atlantique, ce oui, que la mère d'un de vos copains, d'ailleurs cartomancienne, vous avait prédit, mais en plus être reçu, enfin dans des grands postes ministériels et faire recevoir ses propres parents par le Premier ministre du Canada. oui, oui. Des grands moments, des grands moments, des grands souvenirs, euh, une fierté qui m'émeut à chaque fois qu'on y pense, à chaque fois que je vois ces photos.
j'ai revu ce Premier ministre qui vit encore à l'occasion d'une réunion d'anciens députés, anciens sénateurs, etc., il y a à peu près un an. Et, euh, et je lui rappelais à quel point j'avais été touché de l'accueil qu'il avait réservé à mes parents. Il faut dire que mes parents étaient des petits fonctionnaires très, très, très modestes en Tunisie. Comme Euh, la plupart des membres de la communauté juive à absolument, Tunis, hein. absolument. Alors, de les voir arriver, puis bon, quelques années, quelques décennies plus tard, euh, que la vie m'ait donné l'occasion euh, qu'il leur soit rendu un tel respect de la part du chef d'un gouvernement parmi les plus grands au monde, c'était quelque chose de... euh, je ne peux jamais rester insensible. Et j'essaie d'éviter de m'y attarder parce que je sais que je cède après. Oui, mais à vous lire déjà, à vous entendre encore plus, mais à vous lire, c'est particulièrement émouvant, Oui, hein. merci. Alors, Tunis, bien sûr, il y a les couleurs, il y a les fêtes juives, il y a Shabbat, il y a les boulettes de maman Gisèle, Ah, qui fait des jalouses parmi les belles-sœurs, il y a Kippour. Moi, je me souviens, c'était la pomme rouge qu'on frottait, 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 parce qu'on avait les voilà, chaussures neuves, c'était la rentrée scolaire, Kippour, hein, c'était fin exact. septembre, début octobre. Oui, Et puis, les années passent, 56, on vous annonce un voyage en France, qui vous oui, surprend d'ailleurs, parce que ça change les habitudes. Habituellement, on va à Mamlif chez la tante ou à Nabeul, d'accord? Et puis là, c'est en France, mais vous ne le saviez pas encore, il y avait une idée très préconçue, c'est que on préparait le départ. oui, c'est exact. J'avais 9 ans, enfin un peu moins de 9 ans, quand on a fait ce voyage en France. Pour moi, c'était des vacances. Euh, J'avais un petit frère, on n'était que deux à l'époque. Donc, aller à Paris, c'était aller trouver un endroit mythique. Je veux dire, on passait à l'avenue de Paris à Tunis, mais c'était l'avenue de Paris, Bien c'était pas sûr, Paris. Mais là, on allait à Paris, on allait voir la Tour Eiffel, on allait voir le. Alors, euh, pour moi, j'ai pas du tout, bien sûr, à mon âge, j'étais pas, je ne pouvais pas non plus sentir les choses à ce point-là, mais pour moi, c'était des vacances et des vacances magnifiques qui s'annonçaient, l'occasion de revoir des cousins qui avaient déjà quitté la Tunisie pour s'installer à Paris. Donc, tout ça se passait pour moi comme une espèce de contexte idyllique, alors qu'en fait, pour mes parents, c'était une première approche vers la possibilité d'un exode redoutable. et d'ailleurs, l'exode arrive et vous êtes reçu chez votre tante Oui, qui habite Créteil. Tout le monde s'entasse comme on le faisait à l'époque. exact. D'accord? On ne se Oui. posait pas la question de savoir s'il fallait un canapé du 16 ou s'il fallait un art Oui, non. moderne, hein, d'accord? Et vous entrez donc en sixième au collège à Créteil, où vous restez 2 ans chez votre tante, en dépit du fait que vos parents déménagent et ont une HLM dans le 13e, rue Alors, Vergniaud, je crois, hein. euh, oui, ça c'est venu après. Mais quand j'étais à Créteil, eux étaient encore à Ménilmontant, Ah oui, étaient c'est encore vrai. dans le 20e. Exact. Et bon, pour des raisons, je présume pratico-pratiques, on m'a laissé à Créteil parce que c'était quand même Chez plus la près de tante. Saint-Maur. Chez la tante, qui a d'ailleurs, la famille a été adorable. Ils nous ont accueillis, c'était exceptionnel. Le fait, vous avez raison, le fait d'accueillir dans ces conditions n'était pas exceptionnel. Mais la qualité de l'accueil que nous avons eu était exceptionnelle. Et ça, c'était magnifique. Alors, je suis resté à Saint-Maur, effectivement. Je suis donc allé au collège d'Arsonval pendant que mes parents étaient à Ménilmontant et j'allais les rejoindre seulement quand le Et le week-end. collège d'Arsonval, ça n'a pas été une très belle expérience parce que vous découvrez un petit peu, je ne veux pas mettre encore tout de suite la qualification d'antisémitisme, mais déjà la différence et l'accueil pas très très chaleureux, surtout de Oui, certains enseignants. oui. Alors, il faut dire d'abord que les expériences qu'on vit quand on a 10, 11, 12 ans ne sont pas forcément identiques à la mémoire qu'on en a gardée. Ok, donc, c'est évident qu'il peut y avoir quelques petites nuances. Mais dans l'ensemble, le collège d'Arsonval à l'époque était un collège où il y avait beaucoup
de gens d'un certain niveau social de la banlieue parisienne aisée. Il n'y avait pas d'autres juifs, il n'y avait pas d'autres immigrants d'Afrique du Nord. C'était avant l'Algérie, on était encore. Oui, Alors, donc, je me suis retrouvé seul. Et seul, en étant qualifié d'entrée de jeu de Félaga. C'est évident que c'est pas un terme qui vient facilement à l'esprit d'enfants, mais c'est des termes qui venaient probablement de leurs parents et donc qui transposaient dans la cour d'école. Donc être Félaga, être traité de Félaga et en même temps être traité de juif, ce qui était une incongruité, mais bon, c'est comme ça, c'était pas rationnel. Ça a provoqué des situations extrêmement dramatiques pour moi, qui n'avais jamais éprouvé cette différenciation. Je n'avais jamais senti ça. En Tunisie, on fréquentait à l'école des copains, des musulmans, des chrétiens, enfin peu importe, ça n'avait aucune importance. Je veux dire, je ne définissais même pas ça comme ça. oui, Mais là, d'un seul coup, et c'est même pas moi qui le définissais, c'est d'autres qui me définissaient comme ça. Et c'est encore plus difficile à gérer. Quand c'est pas sa propre initiative, c'est difficile de savoir comment gérer ces choses-là. Et bien sûr, le personnel enseignant, le personnel d'encadrement de lycée, comportait aussi un certain nombre de gens avec qui j'ai eu affaire et qui n'étaient pas forcément des très grands sympathisants de ma cause. Et comme je l'ai écrit dans mon livre, peut-être que c'est à Darsonval que j'ai effectivement appris l'injustice. oui. Mon Dieu, quelle différence avec l'école de la rue Silicifiane. Voilà, voilà, Hein? voilà, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, vous chantiez beaucoup avec votre maman. Et votre mère aimait beaucoup chanter quelque Alors, chose qui ma était mère, vraiment précurseur, Ma cabane au Canada. oui. Alors, d'abord, moi, j'ai toujours chanté comme une casserole. Donc, oubliez ça, je ne chante. Donc, elle voulait Mais couvrir votre voix. non, même pas. Non, 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 c'est elle qui chantait. C'est elle qui chantait ça. Moi, je veux dire, j'adorais l'entendre chanter. Je ne sais pas si elle chantait magnifiquement bien, c'est pas la question, mais elle était toujours euh, prête à faire plaisir, à mettre de l'ambiance, et elle chantait. Alors, je me souviens par exemple qu'on faisait des longs voyages pour aller à Constantine, où l'une de mes tantes avait pris Marie et donc pays. Et alors, c'était quand même un long trajet en automobile à l'époque, avec des routes un peu Oui, sinueuses et compliquées. Et elle chantait pour que tout le monde se sente à l'aise, pour se détendre. Et elle chantait ça. C'était le temps de Lynn Renault, c'était le temps de ma cabane au Canada. Et je crois que c'est une espèce d'hymne national que nous avons conservé depuis que je suis parti. et d'ailleurs, je tiens à rappeler que dans votre livre, vous faites allusion à deux petites villes auxquelles je suis très attachée. Vous parlez de la route du Kef, je suis Oui, kéfoise. ah, Donc, si vous alliez à Constantine, inévitablement, vous passiez par par le le café. Kef. Et vous parlez également de Port-de-Bouc, où mon oncle était policier Ah pendant bon? plus de 30 ans. Donc vraiment, j'ai Ah beaucoup ri bah, en voyant ça. Je tenais à le préciser. Ça fera très mais plaisir à mes cousines. il aurait fallu que je sache que vous étiez quelquefois, je me serais arrêté au café avec mes parents. Et donc, après ce lycée, vous changez de lycée, vous allez à Jacques de Cour, Oui. et puis on a le bac, ok? Papa vous offre une petite voiture, la bibine, Oui, une de la chevaux. titine, la deux chevaux, Ouais, c'est ça. d'accord? Et puis vous faites un voyage en Israël. Oui. Alors, il faut Et dire je que crois que vous j'étais. auriez pu vous y installer. Ah, mais c'était l'objectif. Mon intention était celle-là. C'est-à-dire que euh, quand je suis allé en Israël la première fois, je suis allé parce que j'étais membre de la Shomer Hatzair en France, avec un cousin d'ailleurs Avec qui m'avait Dan. introduit avec Dan. Et quand est arrivée la guerre de 67, je me suis porté volontaire, bien entendu, comme beaucoup de jeunes. Il ne s'agissait pas d'aller à l'armée parce qu'on n'était pas formé, mais tout le monde était mobilisé et donc il fallait de la main-d'œuvre pour les kibbutzim en particulier, venant d'un groupe de gauche, etc. Pour moi, c'était important. Et donc, c'est comme ça que je suis allé en Israël. J'ai fait mon ulpan là-bas. J'ai, après ça, quitté au bout de 3 mois parce que j'étais pas encore assez mûr pour m'enraciner. Et surtout, j'avais beaucoup apprécié la théorie du kibbutz, mais la pratique me pesait un peu plus. Donc,
J'ai quitté, j'ai fait j'ai été plongeur, enfin bref, j'ai fait plusieurs mois en Israël et je suis rentré en France avec la conviction qu'il me fallait me préparer, je n'avais pas de diplôme, je n'avais rien du tout, qu'il fallait donc me préparer davantage pour ne pas non être une charge pour Israël, mais pour aller en Israël pour contribuer à la vie israélienne. Et c'était ça l'objectif et que Nicole. Jacques, Voilà. Mais mais, voilà. on a été invité à une soirée, à un Voilà. anniversaire de Sophie, Oui, Phil, exact. et on a rencontré qui? La femme de votre vie, Nicole. Voilà. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, je dois dire que, au fur et à mesure que j'avançais dans votre livre, Nicole, qui est en second plan, mais qui est vraiment votre colonne vertébrale. Absolument. C'est ma conseillère. C'est une femme d'une intégrité extraordinaire. C'est une femme qui a le sens de la maternité extrêmement développé. C'est elle qui a subi tous les assauts de ma vie publique. C'est elle qui a, euh, enfin, oui, c'est ma compagne de vie. C'était une lourde charge quand même. Oui, oui, d'autant plus que quand on pourra en parler un peu D'autant que plus vous avez longuement. été passionné très vite. Oui, alors, vous voulez dire passionné dans tous les sens. Passionné par la vie politique. Mais vous aviez quand même une échappatoire, Oui. c'est que vous vous êtes découvert adulte de passion et il y avait la pêche. Ah oui, alors, c'est ça, on ne fait Je pas le crois que même ça a usage été de votre passion. thérapie permanente, la pêche. Oui, et même oui, une thérapie, en fait un refuge, en fait un immense plaisir. Et j'ai découvert la pêche dans un monde, et je parle d'un monde géographique absolument merveilleux, le Québec, le Canada. C'est une géographie absolument indescriptible sur le plan de sa faune, de sa flore, sur le plan des montagnes, des rivières, des lacs. On peut louer des lacs à soi tout seul pendant 1 ou 2 jours sans aucun problème. Euh, c'est, c'est- la pêche, pour moi, est devenue une façon de me connecter euh, à la nature, à ce qui est vrai, Je comprends. à ce qui touche vraiment en réalité primaire, j'allais dire. Et bien sûr, j'ai découvert par la pêche des copains, des amis qui sont restés amis encore aujourd'hui, donc Vous depuis poussez toute le la... luxe d'ailleurs un soir, je crois que c'est après un des accouchements de Nicole, où Ah vous oui, retournez. oui, oui, oui. Ça, c'était un petit peu exceptionnel. C'est-à-dire que j'adorais la pêche et j'avoue, j'ai pêché souvent par égoïsme. Et donc, arrive notre petit dernier, Jacob. Il est né avec un petit peu de retard alors que tous les copains avaient déjà réservé pour la pêche et je voulais pas rater ça. Donc, j'ai attendu que Nicole rentre à la maison. J'ai fait les provisions. Sa maman était avec elle. Et moi, j'ai fait une chose que je ne pardonnerai jamais. Mais c'est pas grave parce que je crois qu'elle m'a jamais pardonné. C'est que je suis parti. Je suis parti à la pêche, rejoindre des copains pendant que... Ah, honnêtement, j'ai trouvé ça assez osé. Oui, oui, je sais, je sais. Non, non, mais j'ai honte, vous savez, j'ai vraiment honte. Oui, je vous vois rougir. Alors, ce mariage a lieu en dépit de l'opposition de Papik et Mamouk, Oui, oui. Ils sont parents d'une fille unique qui d'un monde rencontre, ashkénaze aussi. qui rencontre un jeune homme euh, qui n'a aucun diplôme et qui semble n'avoir aucune ambition. Parce qu'effectivement, à cet âge-là, je n'avais ni diplôme ni ambition. Et donc, c'est une grande inquiétude que je peux comprendre par ailleurs. Et donc, ça a été difficile. Mais je dois vous dire que autant ils ont été durs avec nous, de façon générale, et je répète encore une fois, je comprends pourquoi, autant ils ont été chaleureux quand ils m'ont vu réussir ma vie. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, vous en parlez avec beaucoup, beaucoup d'affection, Oui, aussi bien de Mamouk que de Papik, parce qu'après le oui, départ de Mamouk, Papik est venu habiter chez vous. oui, oui, Et oui. il y a des phrases qui sont magnifiques. Le temps ne nous permettra pas de lire certains paragraphes, mais d'ailleurs, je trouve que vous avez une écriture très facile.
Or, je crois que vous avez écrit quelques poèmes très tôt. Vous Oui, vous êtes découvert une plume très tôt, sans savoir que vous alliez pousser le bouchon jusqu'à nous offrir un livre de près de 500 pages. il faut dire que l'amour de la langue m'a été donné et a été donné à mes frères en général par ma mère. C'est ma mère qui adorait ça. Je me souviens que on jouait sur les mots, on avait toutes sortes de jeux de société. Le samedi, quand j'étais petit, elle avait son nous deux qui était livré une fois toutes les 2 semaines, je pense. Et donc le plaisir qu'on avait, c'est de s'asseoir ensemble et on faisait les mots croisés nous deux ensemble, elle et moi seul. Euh, Cet amour de la langue m'a été donné depuis très 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 longtemps par maman. Et je dois dire que c'est resté pour moi une espèce de point d'ancrage, j'allais presque dire identitaire. Je C'est-à-dire que comprends. pour moi, le français, et d'autant plus que maintenant, bien sûr, vivant depuis presque plus d'un demi-siècle dans un environnement où il est menacé constamment par un environnement euh, très, très, très anglophone. Anglophone. Euh, j'ai une affection telle de cette langue, de ses finesses, de sa poésie, que pour moi, je vous dis, ça fait partie d'une des couches identitaires qui m'a formé. Je comprends tout à fait. Et alors, donc, les naissances arrivent, donc c'est une belle Oui, famille. Nicole décide, vous propose en tout cas, et de manière très adroite, de nommer les enfants par la lettre J, qui oui, commence votre prénom. oui, Donc, il y a Jessica, vous avez peut-être une voix de casserole, mais Jessica a une très jolie voix et absolument. chante, Oui, d'accord, oui. dans une chorale. Elle est soprano, je crois, hein. Oui, elle soprano. Puis d'ailleurs, plus tard, elle aura même chanté en semi-professionnel dans Ah quelques oui, musicales, etc. Non, c'est aussi compensatoire par rapport à la voix de son papa. voilà, mais non, mais ça, c'est impossible. Il n'y a rien qui peut compenser ça. Il y a Jérémy avec Oui, ses coups pendables, oui, voilà. d'accord, mais qui s'avère être un très bon coach en politique. En tout cas, tient de très près tous les résultats à chaque vote et les communique, même Oui, quand il habite à New York après, avec sa oui, femme Sari. Il y a Jordana. Alors, Jordana, elle a pris un chemin différent de ses frères et sœurs, puisqu'elle a épousé un jeune homme beaucoup plus pratiquant que la famille Saada, et à eux deux ont pris un cheminement, je dirais, de Haredim, qu'ils ont laissé un petit peu en partie tomber après, ce qui vous ennuyait au début parce que c'est très strict de ne plus pouvoir manger chez les parents, de ne pas voir ça, de ne pas mettre de télé, de... Bon, donc il y a eu une récupération. Et puis il y a Jacob. oui. Jacob qui est le petit dernier que vous chouchoutez Un autant petit que peu. les autres, mais c'est le petit dernier. Voilà, c'est normal, c'est C'est le juste petit normal. dernier. Voilà. Et alors, donc, vous commencez par enseigner. Au départ, vous ne saviez pas quoi faire quand vous arrivez au Canada pour suivre Nicole. Nicole avait déjà un poste et elle vous propose, il y avait des vacations. Et c'est comme ça que vous mettez un peu le pied à l'étrier de l'enseignement, dans Oui. lequel vous n'allez pas vraiment rester. En fait, je ne suis pas resté physiquement dans l'enseignement, mais ce que j'ai appris par ma période d'enseignant m'a accompagné tout au long de ma vie. C'est sûr. Quand on est enseignant, il y a d'abord cette capacité à sentir le besoin de ceux qui sont en face de nous. Ce ne sont pas des numéros, ce ne sont pas des noms de famille, ce sont des individus avec leurs propres préoccupations, leurs propres forces, faiblesses, etc. Et donc d'être à l'écoute de ça pour mieux enseigner est une chose qu'on développe pour l'enseignement, mais qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Y compris L'autre en chose, politique, parce ah que bah, vous absolument, l'avez en absolument, permanence, vous oui, l'avez absolument, utilisé. absolument. L'autre chose, c'est euh, quand on enseigne, et ça je crois que la plupart des enseignants vous le diront, quand on enseigne et qu'on réussit soit à sortir quelqu'un du pétrin, soit à faire en sorte que d'un seul coup, le garçon ou la fille se sente s'épanouir, découvrir quelque chose, comprendre quelque chose, euh,
on se sent, nous, extrêmement fiers d'avoir réussi ça. Ça mérite jamais la Bon. première page des journaux, mais c'est extrêmement important comme accomplissement, comme enseignant. Il se trouve que euh, en politique, c'est pareil, et dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, dès qu'on fait quelque chose de bien et qu'on sente que la personne en face de nous, grâce à ce qu'on a pu faire, aussi modeste que ce soit, euh, vit mieux, est plus heureuse, dort mieux, alors on se sent comblé, on se sent heureux et on sent qu'on a été utile à quelque chose. Alors justement, je vais vous amener à en parler dans votre vie politique parce que, bien, après l'enseignement, vous avez préparé un diplôme de traducteur avec Nicole d'ailleurs et vous avez Oui, repris une boîte de traduction. Et puis un soir, on vient sonner à votre porte pour vous proposer de mettre le pied à l'étrier. Et là, oui. vraiment, là, vous êtes tombé dans la soupe comme Obélix. Exactement. Sauf que moi, j'avais pas la possibilité d'avoir le talon qui était resté dehors. Alors que je suis tombé complètement dedans. En fait, on m'a proposé de me présenter une première fois, puis bon, j'étais pas prêt. J'ai donc dû décliner. Je connaissais pas le milieu de la politique, je connaissais pas les acteurs. Je savais, et le parti politique, je le connaissais, je suivais un peu les nouvelles, mais j'étais pas prêt du tout à être actif, à être en tout cas un meneur dans ce domaine-là. Donc j'ai accepté de devenir bénévole pour cette organisation politique, mais j'ai pas voulu me présenter. On m'a fait la même chose une autre fois un peu plus tard. La première fois, donc, c'était au niveau provincial, donc pour le gouvernement enfin, pour l'Assemblée nationale du Québec. J'avais décliné. Ensuite, on m'a proposé de me présenter comme candidat pour les élections fédérales, donc pour être député à Ottawa. Et là encore, j'ai refusé une première fois. J'ai refusé une première fois, non pas parce que je ne connaissais pas les joueurs, parce que là maintenant je m'étais quand même développé un réseau, etc. Je connaissais du monde, mais parce que c'était une question de principe. C'est-à-dire que le chef que nous avions à l'époque était contre toute forme de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, alors que moi je suis internationaliste par définition, par vocation et par conviction. Donc je ne pouvais pas assumer la responsabilité de me présenter euh, en contrecarrant directement, en opposition directe à mes Tout à convictions. fait, je comprends. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je crois qu'on est venu vous chercher, vous, vraiment avec des cordes, Oui, oui, honnêtement, hein? ah oui. Ça a été des moments extrêmement. Je crois qu'il y a des gens qui ont vu en moi plus que ce que je ne voyais moi-même en moi. Et qui se sont mis en tête de me tirer avec beaucoup d'intégrité et beaucoup de gentillesse, beaucoup de fermeté, et en particulier une personne qui s'appelle Rennes, qui a été mon adjointe, mon ami, mon mentor depuis toujours en politique, et qui reste encore une amie. On se parle Oui, régulièrement, on vous se en voit parlez avec régulièrement, beaucoup, beaucoup d'affection. absolument. Et je crois qu'elle a été un des personnages, une des personnalités les plus importantes de ma vie politique, bien entendu. C'est une réussite extraordinaire. Vous avez fait, combien Oui. de filles vous avez eues jusqu'à présent, Jacques? Combien de vies? Et j'espère que ça n'est pas fini. Vous savez comment on dit chez nous? On dit Admea Vesrim Shana. Et donc, les enfants grandissent. Oui, D'ailleurs, c'est Jessica, quand vous aviez refusé un poste, un des derniers postes que vous aviez oui, assumé, qui vous a engueulé en disant, mais comment tu refuses? Et donc, vous êtes retourné les voir. Vous avez quand même attendu un petit peu de temps oui, faire en sorte que ça vienne vraiment de vous oui, suite à votre réflexion, et vous avez fini par accepter le poste. oui. Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots sur la politique canadienne, parce que vu de l'extérieur, on connaît quelques grands noms des chefs politiques canadiens, mais on ne connaît pas vraiment. En fait, là, j'ai découvert il y a même un parallélisme que je pourrais faire entre la rivalité anglophone-francophone, aussi bien en politique que dans le monde religieux juif. C'est intéressant comme perspective. J'avais jamais pensé à ça comme ça. C'est Parce que assez. c'est la fin de votre livre qui en parle, Oui, vous savez, quand, par exemple, le problème de la viande cachère, c'était vraiment oui. une opposition très grande. Alors, oui, sauf que pour la viande cachère, le problème, il se posait un petit peu différemment.
Si vous permettez, je reprends très très Ah brièvement oui, pour oui, mettre en tout à contexte. fait. Euh, Quand j'ai quitté la politique, et je l'ai quitté après avoir subi une défaite après 3 victoires, j'ai été pendant un court hiatus d'environ 4 ans président de l'Association québécoise d'aérospatiale. Et après ça, j'ai quitté la vie professionnelle vraiment en tant que telle. Et on m'a invité à me présenter comme candidat à la présidence de la communauté séfarade unifiée du Québec. Au Québec, c'est surtout des Marocains. Donc qu'un Tunisois ou un Tunisien soit invité, c'était une première. J'ai accepté et je ne remercierai jamais assez ceux qui m'ont encouragé à le faire parce que ça m'a reconnecté à des racines que j'avais perdues de vue en tout cas. Pas perdues, mais perdues de vue. Et donc j'ai passé 4 ans à travailler là-dessus et en particulier la cache-route parce qu'on se rendait compte que la cache-route coûtait tellement cher, de plus en plus cher, que certaines familles un peu plus démunies remettaient en question leur engagement à la cache-route. Et dans le fond, on peut être juif sans respecter la cache-route, c'est pas la question. La question Bien n'est pas sûr. là. Mais pour ces gens-là, c'était un déchirement entre une conviction religieuse et une nécessité économique. Et donc, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de faire en sorte de trouver des moyens pour que ces gens-là continuent à avoir accès à ça. Ça n'a pas toujours aussi bien marché que j'aurais voulu, mais j'ai essayé vraiment pendant 4 ans. Et donc, quand j'ai fini ces 4 ans, j'étais épuisé, vraiment épuisé. J'ai travaillé très fort, j'ai eu des moments extraordinairement valorisants. J'ai adoré ces moments-là, j'ai adoré ce retour aux sources pour moi. C'était vraiment très, très bien. Les gens m'ont accueilli chez eux avec leur bar mitzvot, leur mariage, et même pour leur deuil, malheureusement. Oui, Donc, oui. j'ai vraiment vécu au rythme de cette communauté. Mais j'étais fatigué. Et là, on m'a proposé de prendre la présidence du musée de l'Holocauste de Montréal. Et ça, en général, bien sûr, ça a été créé par des Ashkénazes qui étaient établis au Canada depuis beaucoup plus longtemps que les générations de 70. On parle du début du siècle, etc. Musée Et, qui ouvre en 2025, hein, je crois. pardon? Non, L'ouverture est prévue? non, ça c'est un Non? nouveau musée qu'on va construire. Il y en a un qui existe déjà depuis quelques temps. D'accord. Depuis 50 ans, en fait, il existe. Non, mais le nouveau, il est bien prévu pour l'ouverture 2025. Alors, ça va être en 2027, finalement, ça va être À un petit peu 27, d'accord. retardé. Mais donc, on m'invite à être président du musée de l'Holocauste actuel, ok, avec le projet qui est en marche. Et j'étais vraiment fatigué, donc je décline. Mais j'ai le malheur, effectivement, comme vous l'avez dit, de parler de ça devant ma femme et mes filles. Et là, j'ai droit à une réaction absolument phénoménale. Euh, Elles me disent, tu as passé ta vie à construire des ponts interculturels, à essayer de te battre contre toutes tes formes de racisme. Tu t'es consacré à lutter contre l'antisémitisme. Tu as tu nous as élevés dans le respect de ces valeurs fondamentales, Israël, l'antisémitisme, etc., et la lutte contre l'antisémitisme, et on te propose de prendre des responsabilités à cet égard et tu déclines. Mais comment tu peux vivre avec ça? Comment tu peux t'expliquer ça? D'autant que elle, Jordana a fait un postdoc sur la elle, Shoah. elle fait, oui, elle fait un doctorat, enfin une maîtrise, mais alors, c'est assez intéressant parce que j'ai constaté qu'elles avaient raison. Euh, Leur énergie dans la dénonciation est devenue contagieuse dans l'énergie, la détermination de le faire. J'ai fait semblant de prendre 2 jours pour attendre avant de réfléchir, mais j'ai fini par accepter pour acheter la paix dans mon ménage. Et je ne regrette absolument pas. D'ailleurs, je viens d'annoncer il y a quelques jours à peine, avant d'arriver à Paris, que j'acceptais de reprendre un second mandat pour Bravo. la D'ailleurs, présidence. il y a un parallèle à faire. Vous avez parlé d'un des derniers postes dans l'aérospatiale. Oui. Il me semble me souvenir qu'au début de vos études, vous vous étiez d'abord inscrit à l'ERCAM, à À l'école, l'ENAC. à Oui, l'ENA, oui, à l'ENAC. Oui. à l'ENAC, pardon. Hein? C'est ça, l'ENAC, oui. Et en terminant votre livre, je me suis dit, ah, il va falloir que je le lui rappelle. Oui, mais vous savez que c'est le hasard du mektoub. Octobre. Je ne savais pas quoi faire, j'ai essayé différentes choses. J'avais une très très bonne note en maths au bac, qui était une surprise totale, y compris pour moi. Et donc je pensais que j'étais fait pour les maths. Alors je suis allé en maths et physique, ça n'a pas marché. Au bout de quelques mois, j'ai laissé tomber. Je me suis cherché. Bon, l'ENAC, je crois que j'avais un copain qui faisait ça puis qui trouvait ça bien. Je suis rentré,
Je suis pas resté longtemps, ça n'a pas marché. Vous avez Alors, très bien fait parce que la ouais, suite, ouais, la suite ouais, vous a ouais. donné raison. Oui, mais c'est-à-dire, mais vous savez, je crois beaucoup dans le Mektoub, non pas comme quelque chose d'inévitable, mais comme des points de repère que la vie vous donne C'est vrai. et qu'il faut savoir lire. Euh, j'ai cette, cette lutte contre tous les racismes était déjà en moi à l'époque où, je me souviens quand même, on était depuis pas très longtemps en France, en fait. J'étais adolescent à l'époque et j'avais des copains vietnamiens, gens des Antilles, enfin, et tout le monde débarquait chez nous à la maison. Alors on n'était pas habitué à ça parce qu'on était habitué, bien sûr, comme vous le savez, bien sûr, on avait Bien sûr. un tribu, etc. Et il y avait pas de malveillance du tout, mais c'est juste que c'était pas l'habitude. Alors, j'ai toujours vécu dans ce désir de mixité, et ces rapprochements culturels me rendent heureux. Euh, on me demande ce que je pense de ce qui va arriver en Israël, etc., etc. Mais je suis convaincu qu'un jour on aura la paix. Je suis convaincu qu'on aura la paix. Que le Elle n'est bon pas Dieu vous visible. entende. Que le bon Elle n'est Dieu pas, vous entende, oui, Jacques. elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible pour tout de suite. Elle n'est pas visible parce qu'on est enfermé et parce il y a des radicalismes épouvantables. Il y a des gens qui nous veulent du mal en ne cherchant que les prétextes et non pas pour. Il n'y a pas de raison, il n'y a que des prétextes. Il n'y a que des justifications boiteuses à l'antisémitisme. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu de raison vraiment valable. C'est purement irrationnel. Alors, il y a maintenant cet axe-là avec l'Iran, avec ses mandataires, avec euh, tout cet islamisme qui veut envahir, qui veut détruire, qui veut monopoliser, qui se fait politique. On ne parle plus d'une religion, là, on ne parle plus d'une religion avec des principes auxquels on peut souscrire ou non, mais qui sont respectables. On parle vraiment d'une agression politique sur la base d'une certaine interprétation d'une religion. Et ça, c'est absolument inacceptable. Alors, on ne peut pas avoir pour l'instant de rapprochement, mais on les aura un jour. On va les avoir un Oui. jour. D'ailleurs, vous terminez votre livre vers la fin en félicitant le roi du Maroc, et je vous approuve, avec les accords d'Abraham, et en rappelant que malheureusement, notre Tunisie, la Tunisie que nous avons connue, n'est plus celle qui est aujourd'hui. C'est un drame absolu. C'est C'est un drame dramatique. absolu. Un drame absolu. On avait le pays le plus évolué du monde arabe. On avait le code du statut personnel dès 1956-57. On avait donc une libéralisation de la femme dans la société tunisienne, qui était une première dans le monde arabe. On avait un président Bourguiba qui s'est élevé contre la Ligue arabe et sa Tout à dénonciation fait. d'Israël, et qui a d'ailleurs été ostracisé par le monde arabe à cet égard-là. On avait un pays où les différences n'étaient pas importantes. Elles étaient des richesses de l'un pour l'autre. À la fin de Pessah, les voisines musulmanes venaient nous apporter le pain pour rompre Oui, pour euh, rompre. euh, on avait une vie, et bien sûr, ça se mélange entre l'idéalisation des choses et puis le regard de la jeunesse, mais on avait une vie objectivement superbe. Et c'était pas une question de niveau social. C'était pas une Non, pas question de du tout. statut social. Mais en dépit de tout ça, par exemple, lors de vos voyages en Tunisie, vous en avez fait plusieurs avec Nicole, vous avez été tout le temps très, très bien reçu. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez le courage, parce qu'on parle de courage maintenant, Oui. d'y retourner? Alors, je n'y retournerai pas pour deux raisons principalement. La première, d'abord, c'est que je ne peux pas euh, contribuer à l'économie d'un pays dont les dirigeants sont si ouvertement antisémites, anti-israéliens, et je ne peux pas, moi, aller contribuer à la vocation destructrice qu'ils ont. Absolument. La seconde chose, c'est que il est arrivé quelque chose d'assez spécial. Il y a quelqu'un qui est un Québécois d'origine tunisienne, un musulman, qui vit ici et avec qui que j'ai côtoyé en le rencontrant aux célébrations du Yom Ha'atzmaut. Et on s'est côtoyé, on se rencontre une fois par an, etc. Puis une fois, la fille de Shimon Peres est venue présenter, faire une conférence à Montréal. On s'est retrouvés ensemble, on a pris une photo. Et depuis ce temps-là, depuis l'avènement du nouveau gouvernement, il a été accusé de collusion avec le Mossad
en prétendant que c'était moi qui suis un agent du J'ai Mossad. trouvé ça énorme. C'est absolument Énorme. c'est dément. Stupide. C'est rien. Et Stupide. alors, rien que pour ça, je ne retournerai pas en Ah ben, je Tunisie. comprends. Il n'est Ah, pas je question. comprends. Il n'est pas question. Eh bien, Jacques, je vous remercie pour cette présentation. Je rappelle votre livre aux éditions Balzac, Du jasmin à l'érable. Voilà. Et si vous me permettez une toute petite parenthèse, enfin, Bien sûr, plus rapide, mais nous sommes lundi aujourd'hui. Mercredi soir, je donne à Paris une conférence qui s'intitule L'ONU favorise-t-elle l'antisémitisme? Et vous voyez, c'est dans la suite logique des choses et de tout la à question. fait. Tout à fait. Eh bien, Jacques, je vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie. C'est moi, vous êtes vraiment chaleureuse et vraiment très gentil. Merci. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.